aujourd'hui, bien, c'est une autre personne. Alors, c'est Lucille Teasdale. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est toute proche de nous autres. Charles de Foucault était loin. C'est un Européen, un Français, et puis il a vécu en Afrique. Alors, on ne peut pas dire qu'il est proche de nous autres, bien qu'il y a beaucoup de ces familles qui sont proches de nous autres. Alors, ce soir, nous allons prendre Lucille Teasdale et un autre nom à côté, Piero Corti. Vous allez voir pourquoi. C'est parce que c'est vraiment deux ensemble. Mais on va garder le titre de Lucille Teasdale. Alors, je commence par dire qu'elle nous est proche d'une façon particulière. Une façon très particulière, c'est quand elle est décédée, il y a eu un service anniversaire ici au sanctuaire. Malheureusement, je n'étais pas là. C'est au mois d'août probablement, puis je n'ai pas la date exacte. Mais ça doit être tout de suite après sa mort. Elle est morte en Italie. Et son corps a été transporté en Afrique, où elle avait vécu. Puis ici, il y a eu une grande célébration anniversaire, c'est-à-dire un service anniversaire, on peut dire ça, et puis avec l'évêque, je pense. Une messe commémorative. Voilà. Alors, même l'évêque était là, je pense, et l'église était pleine, parce que sa famille est toute proche d'ici. Alors, elle est née à Saint-Herménégil, vous ne connaissez peut-être pas, c'est une paroisse, l'église est disparue sur la rue Cadillac. Quand vous prenez la rue Cadillac, vous passez un moment en dessous de l'autoroute, puis vous continuez jusqu'à Notre-Dame, il y avait une église, c'était Saint-Herménégilde. Alors, donc, ça s'appelle Guibourg. Il y a une place, c'est marqué rue Guibourg, le bourg de Guy. Alors, c'est là qu'elle est née, hein? Puis il y a une messe commémorative ici. J'ai dit en 1996, la date où elle est décédée. Alors, il y a un CLSC qui s'appelle Lucille Teasdale ici, sur la rue Ontario. Il y a des résidences qui s'appellent, pas des résidences, il y a une école, elle est venue ici juste avant de mourir, en 1995, à l'école qui s'appelle Sainte-Louise de Marillac, à Tétroville. Vous étiez là? Ah bon, vous l'avez rencontré. Il y a un CHLSD sur la rue Sherbrooke. Il y a un film avec Marina Orsini que je vais présenter lundi prochain, si jamais ça vous intéresse. Ça va être un complément. C'est pas dans la suite, mais entre les deux rencontres, alors, comme on l'avait à la bibliothèque, ça devrait être vers 7 heures lundi. Correct? Ça va être annoncé à tout le monde. Et puis, il y a une fondation, Teasdale Corti, sur le boulevard Lacordaire. Alors, c'est sa fille, Dominique, qui dirige cette fondation-là, qui est une fondation pour l'Afrique, évidemment. On va comprendre tout à l'heure. Donc, elle est proche de nous autres de toutes sortes de façons. Deuxième aspect, alors, vous avez sa photo ici. C'est jeune, hein? Hein? C'est quand elle était jeune. Et puis, son mari, Piero Corti, un Italien. Alors, elles ont vraiment travaillé alors, vous avez les deux ici, un à côté de l'autre. Les deux sont médecins. Lui est spécialiste surtout en radiologie, comme anesthésiste. Lui, il endormait le monde, puis elle était elle opérait. Alors, ils ont travaillé ensemble toute leur vie, jusqu'à la mort de Lucille. Lui est mort quelques années plus tard, mais pas beaucoup. Alors, ils vont travailler ensemble tout le temps. C'est pour ça que c'est vraiment un couple. Et vraiment un couple uni qui a travaillé pour la même œuvre. Et puis, il faut tout le temps les unir ensemble. Moi, j'insiste sur Lucille, mais alors, il faut bien les deux ensemble. L'influence de Piero sur Lucille sera majeure à tout point de vue. C'est lui qui va l'attirer en Afrique. Elle voulait aller ailleurs. Elle voulait aller en Asie, en Afrique, en Chine, ou je ne sais pas trop. Mais lui, il l'a attiré en Afrique. Et puis, il l'a épousée. Et puis, disons en quelques mots qu'elle s'était retirée de la pratique religieuse. C'est avant Vatican II.
Elle était un peu critique, avec raison, de bien des choses de l'Église, tu sais. Mais ça a été corrigé à Vatican II. Et elle est revenue à la pratique à cause de lui, par amour pour lui, on pourrait dire. Ils se sont mariés avec l'évêque là-bas, en Afrique. Alors, l'influence de Pierrot sur elle était majeure. Et c'est un rêve commun. C'est pour ça qu'un des livres ici, c'est marqué « Un rêve pour la vie ». C'est le titre de la bibliographie. Je vais la déposer à la librairie, si jamais ça vous intéresse de le lire. C'est un livre complet. Celui-là, évidemment, il dit tout. Et la vie familiale, et tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui vivait à mesure aussi. Alors, le titre du livre le dit bien, c'est un rêve commun. Donc, c'est réalisé en Afrique. L'autre jour, en Afrique, on avait le désert de l'Afrique. Là, c'est pas dans le désert, c'est dans la jungle. Ben, jungle, plus ou moins jungle. En tout cas, en Ouganda. Et ça va être leur pays d'adoption pendant 35 ans. Elle ne va pas mourir là, elle va mourir en Italie, mais en pratique, on peut dire qu'elle est morte là pratiquement. C'est un très, très beau pays, l'Ouganda. Très différent du désert. Hein? Je vous donne un peu un ensemble. Je ne sais pas si vous allez voir où ça se trouve en Afrique. Vous voyez? C'est un petit peu noir. Ben, c'est un petit pays. Puis c'est loin du désert. Hein? Alors, c'est un pays. Churchill l'avait appelé la perle d'Afrique. Très, très beau pays. Alors, je le présente rapidement ici. Un pays riche, prospère, beaucoup de tourisme, mais sera dévasté par les guerres tribales. Il va être dévasté complètement par Idi Amin Dada puis les successeurs. Un pays qui va être complètement dévasté, mais qui était très beau. On y trouve le lac, il y a plusieurs lacs. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu plus ici. Il est proche du Congo. Hein? Il est proche de la Tanzanie. Est-ce que vous voyez? C'est des pays qui sont tous un peu dépendants les uns des autres, parce que c'est tous des tribus, ça. Hein? Alors, ça va être de la Tanzanie que viendra, finalement, la solution finale, on pourrait dire, qui va établir un peu la paix. Et puis, c'est tout proche du Congo. Alors, on sait tout ce qui s'est passé au Congo. Hein? Alors, c'est là qu'on trouve le lac Victoria. C'est un des grands lacs de l'Afrique. Les sources du Nil se trouvent là. Le Nil, ensuite le Nil, il part, puis il y a plusieurs. Il y a un Nil blanc, puis l'île bleue, je ne sais pas trop, là. Alors, il y a plusieurs noms, mais c'est là que sa source. Et les Européens ont cherché longtemps les sources du Nil, mais c'est là que ça se trouve. Alors, c'est 4 régions. Là, ici, c'est peut-être pas clair, mais vous voyez le lac Albert? Non? C'est pas assez clair? Le lac Édouard, c'est-à-dire il y a beaucoup d'eau. C'est un pays riche en eau. Très bonne. C'est pour ça que c'est un pays de tourisme. Avant qu'apparaisse Idi Amin Dada. Bon. Correct? Et alors, très beau, hein, il y a des oiseaux un peu, je ne sais pas comment ils s'appellent. Hein? Vous connaissez? Grue couronnée. Hey, merci. La grue couronnée, c'est comme un symbole du pays. Hein? Bon. Vous connaissez l'Ouganda? Ah, ben... oui. Alors, la grue couronnée, moi je ne savais pas, je vais l'écrire. Et puis, ils l'ont mis évidemment je pense que c'est sur le drapeau. Hein? Ouais. Et puis, ben, c'est un beau pays. Beau pays avant de partir. Très, très beau. Il y avait beaucoup de bêtes sauvages. Mais bêtes sauvages, son mari il va souvent aller à la chasse. Bon.
Alors, j'ai pris quelques images sur l'Internet. Je ne connais pas le pays, mais sur Internet, on nous montre beaucoup de choses. Et on nous montre tout le temps, et puis un pays séparé, alors très beau, très calme. Ça vous donne quelques images, ça va? Un marché très riche. Et puis, ben, la fin de rêve, ça c'est Lucille et Pierrot. Bon, c'était pour vous présenter un petit peu. Alors, ce qui est important, je pensais que j'avais... Non, il manque une image ici. C'est un pays séparé en 4 royaumes. J'ai manqué une image, il me semble que j'avais cette image. Ah, c'est ça, excusez. Un pays en 4 royaumes. C'est très important. Le nord séparé du centre et du sud. Et puis, c'est pas les mêmes... Les mêmes tribus, hein, c'est pas mal. Eux autres, ils vont être dans le nord. Remarquez, ils seront toujours dans le nord. Loin de... ils vont être toujours loin de la Kampala. Oui, la capitale. À côté de Kampala et Entebbe, c'est plutôt là qu'arrivent souvent les avions, là. Souvent, c'est là qu'ils arrivent. Mais Kampala. Alors, la guerre va souvent être dans le sud. Et remarquez en haut un petit nom, Gulu. 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 Vous voyez? Bien, c'est là qu'ils vont être eux autres. Oui, il faut remarquer ça dans le nord. Ça va être tout proche de Gulu. Je ne sais pas comment on dit ça, Gulu. Et puis, un petit village tout à côté qui va être tout proche, qui va s'appeler Lakor, la Sor. Et c'est le pays des Acolis. Le peuple local du Nord, ce sont des Acolis. C'est pour vous donner le contexte pour qu'on comprenne. Eux autres, ils vont trouver cet endroit-là dans le Nord parce qu'ils vont chercher un endroit pour installer un hôpital. Et c'est dans le nord qu'ils vont le trouver. Et la guerre va être beaucoup plus forte au sud au début, mais peu à peu, elle va monter vers le nord, puis ils vont connaître la guerre dans ce qu'il y a de pire. Mais plus tard. Ça vous donne le contexte? Un très beau pays. Comment est-ce qu'on dit ça déjà, la grue? Couronné. Il ne faut pas que j'oublie ça. Bon. Hein? Super, c'est un bel oiseau, oui. Alors, vous voyez, Gulu, c'est encore. Bon. Alors, c'est le rêve. L'histoire, ben, j'ai mis quelques dates, tu sais. C'est devenu un protecteur britannique, au moins en 1900, mais ça avait déjà commencé avant. Ils ont eu leur indépendance en 1962. Alors, comme beaucoup de pays d'Afrique qui ont pris leur indépendance, fin de la colonisation. Et puis le premier président, ça va être Obote, qui est un Akoli. Il vient du Nord. Alors, il va être le premier président, puis il va avoir un de ses soldats là, qui s'appelle Idi Amin Dada. Alors, un monstre, un immense bonhomme, mais avec une cruauté épouvantable. Et puis un bon jour, il va lui dire d'aller régler un problème. Il a réglé le problème, il a tué tout le monde. Puis peu à peu, il a pris la place. Il a pris la place d'Obot, et puis il va être président pendant 8 années. C'est ça qui est le malheur de ce pays. Il va finalement être chassé en 1979, mais avec un pays ruiné. On va le voir un petit peu, là. C'est triste, un pays qui était très riche, de toutes sortes. Il va réussir à le ruiner parce que, d'abord, on dit qu'il ne savait pas lire. C'était un boxeur. Il ne savait pas lire, mais il savait tuer. Alors, il y a eu des tueries. On dit 200 000 morts en 8 années. Je prends ça dans des livres, hein. Il y a eu un malheur, c'est qu'à un moment, il a voulu expulser tout. C'était un pays de touristes.
Et un pays aussi qui attirait beaucoup les gens d'affaires et beaucoup d'Indiens. Alors, les commerces étaient entre les mains des Indiens, puis ça fonctionnait, le tourisme aussi. Ils les ont tous mis dehors, 70 000 Indiens dehors. Mais ça, c'est comme, vous prenez, vous enlevez toute la structure d'un pays. Tout ce qui est la structure, tout ce qui permet à un pays de grandir, eh bien, puis c'est emparé évidemment de tout leur bien, c'est emparé de tout. Alors c'est ça qui était la première destruction du pays. Destruction des personnes capables de le faire vivre. Hein? Bon. Alors, mais le retour d'Obot en 80, on s'est pensé à dire que c'est réglé. Eh bien, pas du tout. C'était encore pire quand on lit l'histoire, parce que c'est des vengeances. Vengeance, c'est-à-dire entre des tribus. On a vu ça au Congo, entre les Tutsis et puis les Hutus. Des vengeances terribles. Alors là, donc, ça n'a pas été mieux avec le retour d'Obot. Banditisme, guerre civile, horreur. Si vous voulez lire le détail, vous pouvez lire dans ce livre. Je ne fais que le dire en général. Mais il arrive Museveni en 85. Lui, il arrive du Sud. Hein? Et puis, parce qu'il y a encore là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mis dehors Idi Amin Dada, là, et puis ses soldats, à lui, eh bien, sont retirés dans le nord, au Soudan. Puis ils vont en rester menaçants. Alors, toutes ces bandes de soldats, à qui on a donné des armes, et qui sont souvent des jeunes, qui vont se promener un peu partout, puis qui vont menacer tout le temps le pays, alors de vengeance de toutes sortes. Il va être réélu 5 fois, jusqu'en 2016. Et peu à peu, lui va réussir à rétablir, évidemment avec des façons pas toujours faciles, douces, hein, mais il va réussir quand même à rétablir la paix dans ce pays, qui reprend vie depuis 2016. C'est pas loin de nous autres, ça, là. Qui reprend vie. Alors, c'est un peu l'histoire du pays. L'ordre renaît vers 1990, mais dans le Nord, ça va prendre du temps. C'est là où ils se trouvent, eux autres. Ça va prendre du temps avant que la paix se fasse jusqu'au Nord. Pourquoi? Parce que le Nord est proche du Soudan. Et ces bandes de soldats se sont retirés au Soudan. Il y a ceux d'Adin, puis il y a les autres, la Coli, il y a toutes sortes de bandes qui vont se réunir ensemble, puis ils menacent toujours. Qui sont des bandes qui viennent faire des razzias constamment, surtout dans le Nord. Et c'est là que se trouve l'hôpital dont va s'occuper Lucille et son mari. J'ai mis en note, une petite note, parce que on a tous entendu parler des massacres qu'il y a eu au Rwanda. Hein? Oui. Alors, c'est 800 000. Les Tutsis et les Hutus. Un vrai génocide qu'on appelle de 100 jours. Eh bien, c'est en 1994. Et le Rwanda, c'est juste à côté. C'est une partie du Congo. La partie la plus proche de... Alors, donc, on peut dire on est dans ce contexte-là. Je mets simplement, c'était pire au Rwanda. Bon, comme contexte. C'est un peu le contexte historique. Alors, voilà comment est né le rêve. C'est le titre de la biographie, « Un rêve pour la vie ». Comment s'est né ce rêve chez Lucille? Bien, elle était à l'école ici, pas loin. Puis il y a eu une visite des missionnaires. Tu sais, dans le temps, les missionnaires, ils visitaient les écoles. Et ça lui a ouvert l'idée. Elle aussi, elle voulait être missionnaire un jour. Pas nécessairement religieuse, mais elle voulait aller aider un jour. C'était son premier réveil. Désir de s'engager en aide auprès des enfants. Puis elle va rencontrer un peu plus tard une femme, médecin. Ça veut dire elle peut devenir médecin. Dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes médecins. Alors, ces deux exemples qui vont un peu susciter en elle
ce désir. Je veux aider les enfants pauvres et démunis, et pour ce faire, je serai médecin. Elle venait d'une famille très pauvre ici. Hein? Son père s'occupait d'un boucher, une petite boucherie pas loin, là. Alors, puis elle dit, je serai médecin. On sent déjà chez elle cette décision. Ce ne serait pas facile de devenir médecin en 1950. Pas la première. Non. Quand elle est entrée, c'est marqué qu'il était 6 sur 120. Correct? On va le voir tout à l'heure. Ah, mais vous voyez comment le rêve est né chez elle, à l'exemple d'autres personnes. Une missionnaire, puis un médecin, une femme médecin. Elle a gardé ce rêve-là toute sa vie, et on peut dire, c'était le rêve de sa vie. Et elle l'a réalisé, hein? Peut-être pas comme elle pensait, elle voulait aller en Inde, mais c'est ce qu'elle doit réaliser en Afrique, pendant 35 ans en Afrique. Alors, en même temps, bien, il y avait son Piero, qui est né, lui, en Italie, d'une famille riche. Et puis, lui, il y avait un frère jésuite qui était missionnaire au Tchad. Puis, il y avait un beau-frère médecin en Inde. Donc, il était dans une famille aussi. Il y avait, je ne sais pas si vous voyez, bon. Alors, lui, il a fait sa médecine, puis il a désir de fonder un hôpital dans un pays pauvre avec des soins gratuits. Lui, c'était son rêve. Aller fonder un hôpital en quelque part, dans un pays pauvre, pour donner les fruits à alors donc, ces deux rêves qui vont se rencontrer. Alors lui, il va visiter un peu partout. Il va visiter le Tchad, l'Ouganda, le Kenya, l'Inde, et puis il y a bien des places, on dit là-dedans, pourquoi non, ça va pas lui du tout. Et tout à coup, il est allé dans le nord de l'Ouganda. Puis là, il a trouvé des religieuses, puis des frères, des sœurs, d'une communauté spéciale italienne, qui avait ouvert une espèce de... Comment c'est pas un hôpital, là. Ouais, dispensaire, quelque chose pour s'occuper des gens. Ah, il n'y avait pas de médecin. Alors, il a dit, c'est là qu'on va bâtir un hôpital. Donc, son rêve, vous voyez les deux rêves qui vont se rencontrer ensemble. Et il découvre en Afrique un endroit possible au nord de l'Ouganda, près de Gulu, à ça. Alors, comment bâtir un hôpital à partir de rien? Eh bien, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont bâtir un hôpital à partir de rien. Et c'est lui, évidemment, qui va être celui qui va l'organiser, celui qui va le bâtir, qui va quêter partout, qui va fournir des avions complets avec tout ce qu'il faut pour un hôpital. Imaginez tout ce que ça prend pour un hôpital. Eh bien, il va fournir ça de partout. Elle va être la chirurgienne sur place, tout le temps. À la rencontre des deux, même par hasard, ils se sont rencontrés à Sainte-Justine. Parce que lui, il est venu faire une partie de sa formation pour les enfants, surtout, à Sainte-Justine. Et puis, ils vont se rencontrer là, par hasard. Et puis, ils vont se parler. Mais c'est pas là qu'ils vont... Alors, elle va être obligée de partir pour Marseille. Elle a fait sa médecine. Vous avez ça un peu plus bas, sur la feuille un peu plus bas, en 1960, correct? Lucille est en internat en chirurgie. Elle avait fait son internat ici, à Sainte-Justine, à Maisonneuve, à l'Hôtel-Dieu. Et là, elle rencontre Pierrot. Mais en 1960, elle veut être chirurgien. Mais l'Amérique du Nord, les États-Unis, une femme chirurgien, il n'y en est pas question. Alors, comme elle ne trouvait pas d'ouverture, elle a décidé de s'expatrier à Marseille et d'aller faire on pourrait dire se perfectionner comme chirurgienne à Marseille. Puis lui, pendant ce temps-là, Marseille, c'est pas loin d'Italie. Lui était dans le nord de l'Italie, et puis il est venu la visiter. Il s'était parlé déjà ici, hein? Mais lui, il avait déjà son rêve en Afrique. Alors, elle lui a dit, pourquoi tu ne viendrais pas en Afrique pendant 2 mois, 3 mois, hein? Alors, il l'attire en Afrique pour 2 mois.
elle va être 4 mois. Et tellement qu'elle pensait aller à Paris, ensuite perfectionner comme chirurgienne. Et bien, après ça, elle va abandonner cette idée d'aller à Paris, puis elle va accepter, là, c'est tout ensemble, ça, l'invitation de Pierrot est plus que l'invitation. Ça demande un mariage. Correct? Alors, elle va s'en aller avec lui en Afrique, et puis en arrivant, bien, ils vont se marier. Vous avez un petit peu ça dans les dates plus bas, hein, correct? C'est pour vous dire comment ces deux rêves se sont réunis. Et puis, c'est providentiel. Mais providentiel, ça part de rêves, par exemple. Ça ne tombe pas comme ça. C'est deux personnes qui rêvaient de quelque chose et qui ont réussi à le réaliser ensemble. C'est très beau. Ce n'est pas les seuls médecins qui ont fait ça. Schweitzer et d'autres, hein? Mais eux autres, c'est ensemble. Alors, je remonte au haut de la page pour dire que quand ils se sont mariés, en arrivant, en 61, correct? C'est pas écrit, mais ils sont mariés. Oui, mariage le 4 décembre 61. Ils sont entourés de sœurs. Ça nous dit qu'il y avait des sœurs là, qui s'occupaient de la clinique, là. Et puis, c'est pour ça que j'ai marqué en haut de la page, les aides sont des missionnaires comboniens. Quand Daniel Comboni, c'est le premier évêque d'Afrique centrale, c'est beaucoup plus tôt, jusqu'en 1881, puis il a même été canonisé en 2003. Alors lui, il avait fondé une communauté missionnaire, des sœurs, des frères et puis des pères. Alors c'est eux autres qui avaient ouvert cette clinique. Alors, c'est les aides, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas dans le vide. Ils arrivent dans une clinique. Puis beaucoup, ils sont très accueillis. Et les sœurs qui vont beaucoup les accueillir. Puis j'ai des frères. Je pensais à nos frères, nous autres, nos frères en mission, c'est des constructeurs, ça fait tout. Puis, bien, il y a au moins 2 frères dont vous entendez parler souvent dans ce bain. C'est eux autres qui font tout, hein, matériellement. Alors donc, ils ne partent pas avec... On ne peut pas dire qu'ils sont seuls. Ils sont appuyés par cette communauté religieuse. Et puis un peu plus tard, bien, j'ai marqué tout de suite son nom là, Matthew, parce qu'il est ici, il est ici à côté d'eux. C'est le premier directeur, médecin, pas le premier médecin, ougandais, parce qu'eux autres, ils veulent former un hôpital pour les Ougandais, par les Ougandais. C'est leur rêve. Ils s'en viennent fonder un hôpital, mais pour que ça soit entretenu par eux autres. Et un des premiers médecins, ça va s'appeler Matthew, et il va devenir le directeur de cet hôpital. Il va mourir très tôt, à 2000 quand même. Vous le voyez assis avec les deux, ça va? Bon, donc, c'est un rêve qui va se réaliser, puis ensuite, il va avoir une petite fille qui va s'appeler Dominique. C'est pour ça que j'ai mis le portrait là aussi en même temps, qui va devenir médecin, elle aussi, et qui va prendre en charge, après leur mort, surtout de la fondation, faisant le lien avec l'Italie, l'Afrique et le Canada. La fondation est ici, sur l'allée Cadillac. Ça va pour ça? Les difficultés, bien, il fallait que je les dise avant de partir, j'en ai parlé beaucoup tout à l'heure. Les difficultés et les obstacles. D'abord, le manque de matériel sur place. Un hôpital. Il n'y avait même pas une table pour opérer, tu sais, au début. Alors, il n'y avait rien au niveau hôpital. Il y avait quelques remèdes, mais... Alors, il faut toujours quêter ailleurs et compléter les services. Alors, peu à peu, les services vont s'ajouter. Il y a des ailes de l'hôpital qui vont s'ajouter pour les lépreux, pour les mamans, alors tout ce qu'un hôpital peut offrir. Alors, c'est un manque de matériel sur place, ça va être la première difficulté. Et des fausses superstitions locales. Ils en parlent un peu là-dedans. Ça le mettait
en colère. Ils avaient ce qu'elle appelait des charlatans, c'est-à-dire des gens qui se donnaient de la médecine sur place, mais une mauvaise médecine. Une médecine alors donc, ça compliquait les cas plus. C'était pas vraiment. Alors ça l'a mis souvent en colère, de voir comment les enfants étaient traités. Et au lieu d'être bien traités, finalement, le traitement les amenait à la mort. Les dangers personnels devant la guerre, bien ça, on le devine. Les enlèvements de toutes sortes, bon. La destruction de matériel, plus ça va aller, ils vont faire... Tout va être détruit. Des vols de toutes sortes. Bon. Et puis les épidémies. Une des épidémies les plus terribles, c'est le sida. Ça a commencé un peu en Afrique. Et puis, elle-même avait été atteinte du sida. Puis il y aurait une autre épidémie tout de suite après, c'est l'Ebola. Je ne connais pas trop ce que c'est comme maladie, l'Ebola, mais le nom de l'Ebola vient d'un petit village pas loin de là, au Congo, je pense. Alors, les épidémies, c'est la malaria, évidemment, la tuberculose, le sida, et plus tard, je dis plus tard, mais pas beaucoup plus tard, l'Ebola. Donc, des épidémies. Comme médecine, on pourrait dire la guerre. Elle va devenir un médecin de guerre, chirurgien de guerre. Alors, il y arrivait toutes sortes de monde blessés de toutes sortes de façons. Alors, elle a vécu ça, mais c'était la seule chirurgienne dans ce coin-là. Elle est obligée d'amputer, et c'est en donnant ces soins-là qu'elle va attraper le sida. Probablement des soldats qui venaient de Tanzanie et puis qui avaient le sida. Puis le sida, ça se transmet. Si on touche le sang, hein? Alors, ses gants percés, puis... alors, donc, elle a attrapé le sida. Elle ne savait pas à ce moment-là. Vous allez voir un peu tout à l'heure, le sida n'était pas connu. Puis quand elle l'a découvert, mais elle était déjà sidéenne. Les épidémies. Bon, en plus concret, je vous donne un exemple. De 1973 à 1977, elle va faire 1878 opérations. Ça va être un chirurgien actif, chirurgienne, souvent la seule dans tout le Nord. Malgré des circonstances terribles, guérilla, blessés, séquestration, enlèvement, on peut tout imaginer. La force de caractère qu'elle avait pour vivre cela et de continuer son métier de chirurgienne. Jour et nuit la plupart du temps, avec les menaces. Alors, c'était sa vie. C'est pour ça que sa vie est extraordinaire. C'était les grandes lignes. On peut regarder maintenant sa vie un peu plus en détail. Je tire ça de Docteur Courage, ce petit livre ici. Si vous le trouvez, achetez-le, puis je vous l'achète tout de suite. Il est épuisé. Même ça, je viens de la grande bibliothèque. Alors, c'est intéressant parce qu'il est plus simple que l'autre. Et il se termine, je vais vous le montrer tout à l'heure, en mettant en parallèle tout ce qui se passe dans le monde avec ce qui se passe. Alors, tout ce qu'on a vécu, nous autres. René Lévesque, tu sais, tous les personnages qu'on a vécu sont mis en parallèle avec sa vie. C'est intéressant à lire, à feuilleter ça. Ça se lit dans une demi-heure. Alors, j'apprends sa vie avec les dates. Pierrot naît en Italie du Nord d'une famille riche d'industriels en 1925. Lucille naît à Montréal en 1929 d'un père épicier qui avait 5 filles et 2 garçons sur la rue Cadillac. Et donc, elle est 4 ans de plus jeune que lui. En 1941, elle entre au pensionnat des Sœurs de Jésus-Marie, puis c'est là qu'il y a une visite de missionnaires de Chine, une MIC, des missionnaires d'Immaculée Conception. En 1950, elle est admise à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, où il y a 8 femmes sur 120. Mais sa photo apparaît dans le petit journal à ce moment-là. Bon. Et Pierrot, lui,
Et Pierrot, diplômé en radiologie, il vient faire fin d'études, alors c'est là qu'il va le rencontrer à Sainte-Justine. Bon. Pierrot, vite, je l'ai dit tout à l'heure, visite un peu partout, chercher un endroit propice à une clinique et un hôpital. Et il va trouver l'hôpital St. Mary's. L'Ouganda dépendait des Anglais. Hein? St. Mary, il ne faut pas être surpris. C'était protectorat anglais. Tandis que la dernière fois, on avait des protectorats français. Là, c'est protectorat anglais, dirigé par le missionnaire Combonien. C'est St. Mary's, puis peu à peu, ça va devenir simplement l'hôpital de Saint-Lussard. Alors, Lucille, en internat en chirurgie en France, Marseille, refusée aux États-Unis, elle reçoit la visite de Pierrot à Marseille. Elle visite l'Italie, elle va visiter sa famille, et puis elle fait un essai de 2 ou 3 mois en Afrique. En réalité, ça va être 4 mois. En Afrique, avec Pierrot, elle sort à St. Mary's Hospital pendant 4 mois. Alors, elle, qui pensait aller en Inde ou en Chine, se voit en Afrique. Et elle revient faire son stage en France. Là, elle demande en mariage. Alors, ils vont se marier à la Sarre le 4 décembre en arrivant. Et puis, finance, c'est le retour définitif, elle comme chirurgienne. Ça va durer 35 ans. Alors, leur fille naît en 62, elle s'appelle Dominique. J'ai mis ça comme détail aussi. Elle va aller à l'école d'abord sur place, avec la seule on va dire, européenne avec les autres. Là. Ensuite, ils vont l'envoyer en Italie parce que c'est dangereux. Et puis, elle va devenir pensionnaire à Nairobi aussi, hein, et puis ensuite en Ouganda. Alors, parce que Idi Amin devient président en 71. Alors, ce qu'ils veulent, ils vont créer une école de formation pour infirmières. Mathieu va être un des premiers, probablement. Et puis, 3 ans plus tard, ils vont déjà avoir 25 diplômés. Et l'hôpital a déjà 205 lits, 2 dispensaires, un laboratoire, le service de radiologie. Déjà, dans 2-3 ans, on sent que l'hôpital grossit. Malheureusement, en 1979, il est pillé. Ils avaient créé des centres, des petits centres pas loin, c'est ce qu'on appelle centres communautaires, qui vont être obligés de fermer. Et là, Idi Amin est chassé. On pense que c'est réglé, c'est pas réglé, c'est la guerre civile en Ouganda. C'est les tribus qui ont été massacrées qui se vengent. Alors, l'élection de Botte, il y a la guérilla au nord, les répressions, les massacres. J'ai mis quelques mots là, qui résument dans le contexte dans lequel ils ont vécu. Et en même temps, au niveau international, il y a la découverte du sida. Personne ne savait que ça existait et comment ça se répandait. Hein? Alors, elle l'a attrapé sans savoir. Et il y a eu une première épidémie de sida en Ouganda. Et puis, l'hôpital est devenu un hôpital universitaire. Il y a eu toutes sortes. Alors, ça grossit. Et finalement, elle va aller à Milan. Sa fille va aller à Milan à la faculté de médecine. Et puis, c'est en 85 qu'elle va être déclarée sidéenne. Elle va venir au Canada. Bon, elle va aller à Londres pour traitement. Et puis, ils vont aller au Japon pour recevoir une médaille. Puis, ils vont finalement, elle va aller en Italie, puis il y a une fracture, mais c'est pas grave. C'est pas grave, elle va s'en tirer. Elle va recevoir des honneurs au Canada. Elle va fonder la fondation ici au Canada. Elle va recevoir même même à Ottawa. Et finalement, elle est née, c'est ça, qui incarne Lucille. Elle lui ressemble un petit peu. Je sais pas. Et j'espère que, en tout cas, ça peut compléter. Bon, moi, je ne l'ai pas vu, mais OK. Et puis, au niveau des livres, bien,
Ce livre-là, il donne toute la vie. C'est une vie de couple, de famille. Alors, tous les problèmes de la famille, en vivant tout ça, hein. Donc, on peut dire tout est dit là-dedans, tout ce qu'on peut imaginer là, sur la famille, comment ils ont vécu ça comme couple aussi, avec leur fille. Et puis, c'est écrit par Michel Arsenault. Alors, ça vaut la peine de lire. Je vais vous en lire juste une petite partie tout à l'heure, là, mais je le mettrai à la bibliothèque. C'est pour ça que j'ai mis ici la guerre pour l'Assor. L'Assor, c'est là que se trouve leur hôpital. Hein? Alors, au début, ils sont loin des dangers. Les dangers, c'est surtout la capitale Kampala. Mais de plus en plus, les menaces se font vers le nord, de plus en plus. Et puis, au début, bien, ils se croyaient un peu hors danger parce qu'ils représentaient l'hôpital, puis la Croix-Rouge, puis ils sentaient qu'ils n'étaient pas en danger, puis peu à peu, ben, il n'y avait plus rien qui tenait. Alors, donc, ils ont connu de plus en plus de menaces vers le nord. Finalement, l'hôpital est envahi, et puis la plupart des médecins et des infirmières quittaient. Pourquoi? Parce que il suffisait qu'ils se disent à Collie pour être tué, hein? Il suffisait qu'ils disent qu'il était un acolyte pour être tué par d'autres, ou bien c'est un peu ça dans ce temps-là. Parce que, alors, donc, les infirmières puis les médecins sont partis, ils sont restés pratiquement tout seuls un moment comme médecins. Il y a une infirmière qui est enlevée, torturée, ramenée, en tout cas, assez pour que toutes les autres aient peur. Hein? Il y a eu des enlèvements de religieuses, de filles, des éruptions. Il y a eu 7 éruptions en 88. Ça, c'est des bandes qui venaient des anciennes armées d'Idi Amin Dada ou bien d'un autre, et puis qui avaient des armes, puis qui parcouraient partout. C'est des bandits, hein? Et des jeunes. Parce qu'il y en a une fois qui menaçait Pierrot, puis il y a une femme qui a dit « Tue pas mon médecin! » C'était la mère du gars. C'est pour dire que c'était des bandits. Hein, bon. Et il y a eu alors, une séquestration à un moment même. Il est arrivé, il faut que je vous lise cette page-là, c'est correct? Bon. Ils ont été séquestrés pendant un moment chez eux. Il est arrivé une bande, puis c'était pas une grosse bande, mais en tout cas avec des armes, puis ils voulaient de l'argent. Eux autres, Pierrot, il a donné de l'argent qui traînait, mais il y avait de l'argent caché qu'il ne voulait pas leur donner. C'était l'argent pour l'hôpital. Alors, ils les ont enfermés chez eux. Et puis, le lendemain, ils sont revenus. D'abord, ils étaient séquestrés dans leur propre chambre. Bon. Ils ne pouvaient même pas sortir. Et alors, bon. La porte s'ouvrit tout à coup. Bon, ça va. On s'est assez amusé, annonça le chef. Il plaqua le canon de son arme sur la tempe de Pierrot. Ça fait penser un peu à Charles de Foucault. Il aurait pu mourir là, facilement. Alors, il demande l'argent. Et là, c'est Lucille qui va se mettre à crier, laissez-le. Taisez-vous, répliqua l'officier. Je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point ce serait facile pour moi de le tuer. Non, supplia Lucille. C'est le directeur de l'hôpital. Vous ne savez pas à quel point c'est difficile de trouver un directeur. Alors, si vous voulez absolument un corps, tuez-moi. Elle ne savait plus ce qu'elle disait. Elle avait perdu la tête, et tout était bon, mais le reste, elle cria et pleura, hurla et sanglota dans l'espoir de l'amadouer. Finalement, l'autre, allez-vous finir par vous taire? Rugit-il, je ne vois pas pourquoi vous vous entêtez à faire tout ce raffut. Et la vie en Ouganda, aujourd'hui, c'est ça. Et soudain, dépité, l'homme rabaissa le canon de son arme, sortit de la chambre, quitta la maison accompagné de ses acolytes, et ils emportèrent tous les objets d'un quelconque valeur, y compris les chaussures de Pierrot.
ne laissant derrière eux que les pieds d'éléphants empaillés qui servaient de table de terre. Ils pillèrent ensuite les maisons des autres médecins de revente. C'est pas dire que ce qu'ils ont connu, c'est juste un petit extrait que je lis, hein, pour donner alors les dangers qu'ils ont vécu. Alors, mais vu le nombre de soldats blessés, il y en avait toutes les sortes. Il y avait l'armée, puis il y avait ceux qui s'opposaient à l'armée, et il y avait même un groupe mystique. Il y a une femme qui s'appelait, je pense que c'est Cécile, je ne sais plus de son nom, qui avait comme créé un esprit, du Saint-Esprit, parmi ces soldats-là, hein, disant qu'elle allait être préservée. Elle avait comme développé une mystique. Puis ces soldats-là étaient tout le temps cachés, étaient tout le temps dans... Alors, c'est pour dire que c'était des bandes organisées. Puis en même temps, qui apparaissaient n'importe quand le soir, n'importe où, là, qui se cachaient dans bas. Alors, donc, et vu des blessés, il en arrivait de tous les côtés. Puis eux autres, ils acceptaient tous les blessés. Ils ne demandaient pas qui ils étaient. Alors, elle devient chirurgienne de guerre. Comme ceux qui sont sur la guerre, alors ceux qui accompagnent les armées, là, tu sais. Alors, ils vont dire en 89, est-ce qu'il faut fermer, ce qu'il faut quitter? Il y aura 6 mois de fermeture seulement. Ils vont revenir. Alors, donc, j'essaie de résumer ce qui est écrit là. Le climat qu'ils ont vécu à la fin, et puis le climat difficile, dans lequel ils ont persévéré à bâtir leur hôpital. C'est pour ça que je marque l'évolution de l'œuvre, malgré les guerres tribales, malgré les maladies, et puis en même temps, la maladie de Lucille. Tout à coup, j'ai pas 72, ça devait être 85, déclarée CDN. Alors, malgré ça, ils vont continuer. Au début, c'était un simple dispensaire de 40 lits, sans médecin. Peu à peu, l'hôpital se développe. Plusieurs pavillons s'ajoutent, grâce à Pierrot, qui fait quête partout, là. Et en 1994, il y a déjà 450 lits. Il soigne 150 000 malades par année. Il y a 400 professionnels africains. Alors, c'est 2 ans avant sa mort, ça. Et de plus en plus de médecins étrangers. Et en 1997, devant toutes les menaces de ces bandits qui ont des armes qui vont... Alors, il y a 2500 personnes, enfants, surtout les parents, les mères, avec leurs enfants qui viennent trouver refuge à l'hôpital. Bon, ils vont trouver refuge, mais ce n'est pas un refuge très sûr. Elle pratiqua des milliers d'interventions chirurgicales dans des conditions extrêmement difficiles. Et bien que leur vie fût constamment en danger, Lucille et Pierrot restèrent sur place pour venir en aide aux gens qui dépendaient d'eux. C'est des phrases que je prends dans le livre, de nous dire le courage qu'ils ont eu jusqu'à la fin. Et la paix s'établit vers 2007, 2010, et puis il y a encore beaucoup de... Bon. Ça vous donne un peu l'idée de ce qu'ils ont vécu. Sur l'autre page, je vais me comparer. Bien, il y a plusieurs médecins de guerre. Hein. Normand Bethune, vous connaissez? C'est un Canadien, anglais, chirurgien de guerre, et puis qui s'est joint même aux armées de Mao. Il a sa statue en Chine. Puis ici à Montréal aussi. Un chirurgien qui a inventé toutes sortes d'instruments chirurgicaux et puis inspiré la médecine même des CLSC d'ici. Moi, j'ai dit ça en vite. On pourrait mettre à côté de lui... lui est décédé aussi d'une infection contractée en opérant. Un peu comme Lucille. Un autre que j'ai mis sur votre feuille, c'est... Tout le monde connaît... Hein? Docteur Schweitzer. J'ai mis les dates
parce que ça permet de voir qu'ils ne sont pas rencontrés, mais presque. Docteur Schweitzer, parce que je l'ai mis ici, je n'avais pas ce matin. Et alors, il est décédé en 1965. Eux autres sont arrivés en 61. Puis c'est pas dans le même pays. Lui, c'est au Gabon. J'ai marqué, c'est à l'est, complètement à l'est, sur la côte de l'Atlantique. Mais à peu près à la même hauteur. Lui, c'est un théologien. Il est organiste. Hein. Il a publié toutes les œuvres de Bach. Il a fait des concerts partout. Il jouait Bach. C'est un médecin, un théologien, un pasteur. Et puis, il y a un grand film qui s'appelle « Il est minuit, Docteur Schweitzer » avec Pierre Frenet. Un très beau grand film. Alors, lui aussi, il a bâti un hôpital, mais là, j'ai marqué le nom. Hein? Bon. Alors, il y en a un autre qu'on pourrait mettre là, c'est un Américain. Ah, le nom ne vient pas. En tout cas, lui aussi, un médecin de guerre. Ah, il va me dire un moment. Alors, j'arrive à la conclusion. C'est quelqu'un qui disait, s'il y a des martyrs de la foi, il y a aussi des martyrs de la charité. Nous avons là des martyrs de la charité. Bon, ils ne parlent pas de Jésus-Christ trop haut dans tout le temps, mais leur action, c'est ça, auprès des pauvres. Hein, alors, c'est des chrétiens, de plus fervents jusqu'à la fin, et face à la mort, elle a combattu pour la vie, sans jamais lâcher, même dans les moments extrêmes de danger. Et face à la haine, elle a connu la haine, elle a combattu pour l'amour. Et face à la guerre, elle veut combattre pour la paix. C'est une façon de résumer sa vie. Hein. Et pour nous, elle est un témoin d'amour, de courage, de persévérance, de fidélité et de force intérieure. J'espère que ça va, si vous venez au film, ça va être une confirmation, mais plus vivante. Elle a beaucoup de reconnaissance, l'Organisation mondiale de la santé, l'Ordre national du Québec, membre du Temple de la Renommée, membre de l'Ordre du Canada, officier de... Bon, il reste, membre en Italie, les deux ensemble. Là. Alors, les deux biographies que je vous présente, c'était ces deux-là. Celle-là, elle sera déposée à la bibliothèque, ils ne l'ont pas, mais là, je l'ai achetée exprès pour ça. Et celle-là, on ne peut pas la trouver, je suis obligé de la remettre. Mais c'est intéressant parce que, en même temps qu'elle raconte l'histoire, ça c'est une image de l'hôpital en 80, quand elle est morte. L'hôpital qui s'est étendu un petit peu partout. Ça, évidemment, l'hôpital. Ce livre-là est intéressant parce que il nous donne en même temps tout ce qui se passe dans notre pays, en même temps, en parallèle. C'est intéressant à relire. La vie de Lucille, puis il arrive René Lévesque, puis il arrive, tu sais, tout ce qu'on a vécu ici, c'était en même temps. Tu sais. Alors, ça se lit vite, ça. Si jamais j'ai mis une page ici. Alors, je termine avec un chant. Je cherchais un chant qui exprime un peu cette allume une étoile. C'est-à-dire, ils ont emporté, eux autres, une espérance dans un pays désespéré à ce moment-là. Et je pense que c'est un pays qui retrouve l'espoir. L'espoir, comme m'a dit madame ici, c'est un pays qui retrouve l'espoir et retrouve la vie. Hein? On m'a dit que celui qui était président, c'était encore lui aujourd'hui. C'est encore lui aujourd'hui. Moi, j'avais jusqu'à 2016. Mais heureusement, il a mis de l'ordre dans le pays. Alors, j'ai mis une petite note avant de partir. Le site du sanctuaire a été changé. Le site, avant ça, c'était Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. C'est plus ça, là. Si vous voulez avoir le site du sanctuaire, c'est smrdc.org. C'est écrit. SMRDC, ça veut dire Sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Mais juste les lettres, .org.
Là, vous avez toutes les activités du sanctuaire actuel. Si vous allez dans le sanctuaire Marine des Cœurs, c'est pas à jour. C'est pour ça que je l'ai répété. Et vous allez chercher dans la vidéo, si jamais vous voulez voir les cours qui se donnent ici. Alors, on écoute un chant. Savez-vous de qui? Oui. C'est très beau, je suis contente. Alors, un chant qui nous dit, il y a des gens qui ont vécu de l'espérance, mais qui l'ont appliqué. Et quelqu'un de tout proche d'ici qui est allé en Afrique, ben c'est un témoin. Les deux témoins. Et puis, alors... Moi, en lisant le livre là, je me souviens quand elle parle de sa fille, sa petite, comment est-ce qu'il fallait qu'il l'envoie, il a protégé, il l'envoyait dans sa famille à lui. Ah ben oui, ben oui. Pour la protéger. Ah ouais. Pour être proche aussi de la culture. Mais c'était un déchirement à chaque fois. C'était dur quand même. Mais il voulait la protéger pour pas qu'elle se fasse. Ben c'est ça, eux autres, ils n'avaient pas rien qu'eux autres, ils avaient leur petite fille. Et alors, elle-même, ils l'ont envoyée en Italie parce qu'elle s'ennuyait à mort. Alors, elle est revenue, puis elle est allée à l'école à côté, dans un pays voisin. Et, je pourrais terminer par ça aussi, c'est elle qui écrit les dernières pages ici. Dominique Corti. Alors, j'aime sa façon de dire au début. Maman et papa avaient deux rêves. D'une part, offrir les meilleurs soins possibles au plus grand nombre de personnes possible, au moindre coût possible. Et d'autre part, créer un hôpital ougandais, géré par des Ougandais, pour les Ougandais, un hôpital qui survivrait à leur mort. Maman disait aussi, si on ne fait pas partie de la solution, cela signifie que l'on fait partie du problème. Ils ont réalisé leur premier rêve et une partie du second. Ma tâche est de contribuer à compléter le dernier. Un grand hôpital a été créé. Alors donc, c'est elle qui cite. Ils avaient été clairvoyants. L'hôpital avait connu des guerres, des épidémies, l'effondrement du système, la fermeture des autres hôpitaux. Tout avait été alors. À chaque nouvelle catastrophe, les besoins de la population augmentaient et l'hôpital cherchait à faire face à une croissance souvent tumultueuse. Agrandissement, alors nouveau département, accueil de réfugiés, santé publique, et le reste. Alors, donc, elle raconte un peu à sa façon ce qu'elle a vécu et comment, évidemment, elle parle pour la Fondation. La Fondation canadienne et italienne, désirée par maman et papa, elles devront soutenir le sort dans de nouveaux parcours, en respectant l'autonomie locale, en contribuant à maintenir l'inspiration et la culture institutionnelle, et le reste. Alors, finalement, on peut dire qu'ils ont laissé un hôpital en pleine forme, agrandi, et une fille qui s'en occupe. C'est ça qui est beau. Bon.
étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Une étoile en lumière dans la nuit des prisons. Une étoile en lumière au cœur de nos maisons. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Une étoile de paix sur les pays en guerre. Une étoile de paix sur l'homme et sur la terre. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Allume une étoile au plus noir de la nuit. Allume une étoile aujourd'hui. Ça va bien avec le sang? C'est ce que la